a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beautiful Salut Monsieur Florian, ça va mec? Salut Monsieur Rudy, ça va et toi? Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va-t-on parler d'une activité appréciée de tous les voyageurs. Je pense que c'est un des gros highlights de ta vie et de la mienne aussi. Je veux parler bien entendu de littérature. Ah, tu parles pas de TikTok? Non, pas de TikTok. Il faut dire quand même que quand on est en voyage, avec les longs temps d'attente, que ce soit dans les bus, les trains, les avions, un bon livre, c'est quand même bien à avoir avec soi. Avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu m'autorises cette question? Je réfléchis. Bon bah allez, je suis bon prince, je t'autorise la question. Ok. Est-ce que tu as un souvenir fort d'un livre lu en voyage? Alors oui, quand je pense à voyage et livre, en fait il y a un livre que j'ai particulièrement adoré quand on voyageait en Asie du Sud-Est. Je pense que ça va te parler, c'est le livre Kampuchea de Philippe Deville. Alors, bon déjà quand on voit le nom Kampuchea, on se doute que ça va parler du Cambodge. Et ça va évoquer donc le Cambodge, mais d'un point de vue historique, en fait depuis l'arrivée d'Henri Mouhot et des Français au 19e siècle jusqu'au Cambodge d'aujourd'hui. En fait, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que c'est une bonne analyse du Cambodge d'aujourd'hui, un pays qui a été marqué notamment par la colonisation et les Khmers rouges. Et surtout, c'est que c'est un livre qui est super bien écrit. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu dis un livre historique, tu te dis que ça pourrait être chiant, parce que c'est vrai que des fois, tu as des livres historiques qui vont être super intéressants, mais qui sont écrits d'une manière très académique, et c'est difficile à digérer. Mais là, avec Kampuchea, pas du tout. En fait, Philippe Deville te raconte l'histoire du Cambodge, mais vraiment d'une manière en mode polar. Et du coup, c'est super facile à lire. Et déjà, le début du livre, en fait, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Ça commence avec la mort de David Carradine, alias Bill, qui est retrouvé pendu dans sa chambre à Bangkok. Donc, pendaison qui serait sûrement liée à des jeux sexuels. Donc, tout de suite, ça te met dans l'ambiance. Ouais, enfin bon, j'imagine qu'un livre sur le Cambodge, c'est pas forcément tout de suite à associer à des jeux sexuels, surtout quand on sait les thèmes de Kampuchea, que j'ai lu aussi. C'est souvent comme ça, quand tu voyages avec un pote, on s'échange un peu nos bons conseils de lecture, ouais. C'est ça. Et toi, Rudy, est-ce que tu as un livre à nous recommander? Eh ben, comme toi, je vais rester au Cambodge. C'est un livre qui s'appelle « D'abord, ils ont tué mon père » de Luong Ong. C'est l'histoire vraie de la famille de cette petite fille, donc Luong Ong, durant le règne des Khmers rouges. Donc c'est son histoire racontée à travers ses yeux de petite fille. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est un livre que j'avais lu d'une traite la veille qu'on aille visiter les temples d'Angkor, à l'hôtel où on était. Et quelques jours après les temples d'Angkor, on avait aussi visité le mémorial de Chowong El Killing Field. On avait pris l'audioguide et c'est du coup c'était quand même assez poignant comme moment parce que le lieu était assez terrible et j'avais forcément le récit de ce livre qui résonnait en moi tout au long de cette visite. Et c'était vraiment un moment très très badant quand même. Alors c'est vrai que forcément quand tu lis un livre comme ça dans le pays dans lequel t'es, ça te permet de t'imprégner un peu plus de l'ambiance du pays ou de moins de son histoire, de ce que ça a été et d'à quel point ça doit toujours affecter les gens encore à l'heure actuelle, quoi. Tout à fait. Puis je trouvais ça super intéressant aussi, c'est on avait lu quasiment les deux bouquins en même temps et je trouve en fait les deux bouquins étaient vraiment très complémentaires. T'avais vraiment d'un côté l'analyse, le pourquoi du comment avec Kampuchea et t'avais vraiment les faits avec d'abord ils ont tué mon père. Donc je trouvais ça super intéressant de lire les deux livres quasiment dans la foulée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que dans Kampuchea, c'est la finalité pour Deville, c'est qu'il suit le procès d'un des hauts dignitaires des Khmers rouges, dont j'ai oublié le nom, qui devait être le numéro 2 ou numéro 3 du parti des Khmers rouges à l'époque. C'est ça. Alors je saurais plus dire le nom, mais ouais, c'était vraiment ça, c'était ce qui l'avait amené en tous les cas à se rendre à Phnom Penh pour suivre tout ça. C'est ça. Flo, je te propose qu'on quitte le Cambodge pour revenir à des lectures qui se passent plus près de chez nous, à Berlin et à Paris. Ok. On va présenter du coup 6 livres aujourd'hui pour 2 trilogies.
Toi, tu vas nous parler de Vernon Subutex et moi, je vais vous parler de la trilogie berlinoise. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as lu la trilogie berlinoise ? La trilogie berlinoise, je connaissais pas du tout et en fait, je compte sur toi pour me la faire découvrir. Concernant Subutex, à part les médicaments, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ah ben, bien entendu, je l'ai lu déjà. J'ai adoré. Et en fait, je me souviens que je l'ai lu parce que j'entendais tout le monde autour de moi qui disait « Ah ouais, non, mais c'est vraiment trop bien, quoi. C'est un super bouquin, la trilogie est énorme. Ah, c'est vraiment le bouquin à lire en ce moment. » Bon, je ne l'ai pas lu tout de suite, mais du coup, peut-être un an... En fait, j'ai attendu que toute la trilogie soit publiée. Et je l'ai lu à ce moment-là. Alors, je me souviens d'une galerie de personnages incroyables, d'une scène très trash qui se passe à Barcelone. En effet. Le style narratif qui m'a complètement embarqué. Et la fin qui est un peu cyberpunk et que j'ai pas forcément surkiffé. Mais bon, de toute façon, il fallait finir d'une façon, donc c'était le choix de l'auteur. Et c'est très bien. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû adorer. Moi, je fais partie plutôt des gens qui étaient un peu, ouais, ok, ça me laisse un peu sur ma faim, quoi. Moi aussi, j'ai été un petit peu déçu par la fin, mais bon, après, ça n'empêche pas que les 3 romans, ils sont géniaux. Oh non, mais je suis entièrement d'accord. Et puisqu'on parle de ce roman génial, il y a forcément quelqu'un qui est derrière. C'est Virginie Despentes. Moi, je connais pas sa bio, mais j'imagine que du coup, pour ce podcast, tu as bossé un peu dessus. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Ouais, je vais essayer de faire bref. Alors, Virginie Despentes, elle est née à Nancy en 1969 dans une famille modeste. C'est quelqu'un qui a connu une adolescence assez mouvementée. Elle a été internée en hôpital psychiatrique à 15 ans. Et à l'âge de 17 ans, alors qu'elle revenait d'Angleterre en stop, elle a été victime d'agressions sexuelles. Quand tu lis Virginie Despentes, tu sens que c'est des expériences qui ont dû marquer son style d'écriture. Possible, ouais. Après, elle va commencer des études de cinéma à Lyon. Ça va être une période assez sombre où elle va sombrer dans l'alcoolisme en lisant Bukowski. C'est aussi à cette période-là où elle rejoint le milieu punk. Après, elle vivote de petits boulots, et c'est assez varié. Ça va de disquaire à pigiste musicale, en passant par opératrice de téléphone rose ou travailler dans un salon de massage. Elle a écrit son premier bouquin en 1992 à l'âge de 23 ans, donc roman intitulé Baise-moi, qui aura des problèmes de publication. Vu le nom du bouquin, je comprends pas pourquoi il a eu des problèmes de publication. Sans doute la couverture. Peut-être. On n'est pourtant pas un pays de censure à la base, mais bon. Non, sûrement pas. J'espère qu'elle avait envoyé un exemplaire à Civitas. Ok, allez, continue. Alors, c'est à cette période-là où elle arrive à Paris, donc elle va vivre dans un squat et elle va bosser en librairie. En fait, c'est assez intéressant quand tu vois les boulots qu'elle fait, ça gravite quand même souvent autour de la musique ou de la littérature. Tu te dis qu'il y a quelque chose. Ouais, fatalement, ouais. Ensuite, en 94, donc la chance lui sourit, son livre Baise-moi finit par être publié. Et comme un coup de bol n'arrive jamais seul, le livre va même connaître une adaptation cinématographique en 2000. Donc, adaptation cinématographique qui connaîtra les mêmes problèmes de censure que le bouquin. Ensuite, elle va enchaîner les publications, donc avec Les Chiennes Savantes en 96, Les Jolies Sauges en 98 et King Kong Theory en 2006. King Kong Theory qui est présenté comme un manifeste pour un nouveau féminisme. Ensuite, entre 2015 et 2017, donc c'est la période qui va nous intéresser, c'est la sortie donc, des 3 bouquins de Vernon Subutex. Il faut savoir aussi qu'elle a été membre du jury concours de 2016 à 2020. Et une petite question, Rudy, est-ce que tu sais d'où vient le nom de Despentes ? Je vais dire non, mais techniquement... Je sais. Non, je sais Okay. pas, Flo. Je vais feindre ton ignorance. En fait, le surnom de Despentes vient du quartier de la Croix-Rousse où elle a vécu à Lyon. Donc, quartier de la Croix-Rousse qui est en pente, tout simplement. D'accord. Et toi, Rudy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Philip Kerr ? Alors, je peux te dire pas mal de choses. Donc, c'est un auteur britannique qui est né à Édimbourg en 56 et qui est mort à Londres en 2018. C'est un mec qui a étudié le droit et la philosophie. Après, il a bossé un peu comme rédacteur publicitaire et il a écrit en même temps la trilogie berlinoise.
Et c'est le succès de la trilogie berlinoise qui l'a forcé à quitter son travail pour se consacrer pleinement à l'écriture et à temps plein. Il a continué à écrire ponctuellement des articles pour le Sunday Times ou l'Evening Standard. Ce que je peux te dire aussi, c'est que la trilogie, ça devait être un one-shot, mais qu'au final, il fera 14 livres avec ce protagoniste de Bernie Gunters. Quelque part, tu vois, Agatha Christie avait son Hercule Poirot, et Philippe Kerr, lui, il a Bernie Gunters. Est-ce que tu connais ma petite anecdote sur Philippe Kerr? Pas du tout, mais tu vas nous la raconter? C'est très très court. C'était un fan d'Arsenal. D'accord, un Gunners donc. L'équipe de foot, ouais. Voilà. Une anecdote bien passionnante, s'il en est. Mon petit Thierry, Jean-Mimi. Et du coup, Rudy, ça parle de quoi ces livres? Alors, la trilogie berlinoise, en fait, on va suivre 3 enquêtes de Bernie Gunters. Un livre, une enquête. 3 livres égale 3 enquêtes. Je te présenterai ensuite livre par livre, mais je vais te donner un peu la trame générale. En fait, Bernie Gunters, c'est un ex-flic de la Kripo qui s'est reconverti en détective privé. Alors là, tu vas me dire, ah ouais, bah ok, c'est un polar, quoi. Ouais, c'est un polar, mais en fait, ce qui change vachement des autres polars, entre guillemets, c'est le contexte de ce polar, puisqu'il se déroule entre les JO de 1936 jusqu'à 1947 et l'après-guerre. En gros, de la montée du nazisme au découpage de Berlin par les Alliés. Donc toute l'ambiance, c'est la montée du nazisme, le régime autoritaire. L'ambiance, elle est vraiment pas folle et le danger partout. En fait, ce contexte géopolitique, il s'intègre parfaitement à la narration et c'est vraiment ce qui va venir définir l'atmosphère du roman. Et ce qui est vachement intéressant, t'imagines dans cette ambiance, c'est que pour les personnages, et principalement pour Bernie Gunters, c'est qu'il doit souvent choisir entre sa morale et la survie. Je vais te présenter du coup les livres un par un. Donc le premier, c'est L'été de cristal. Rien à voir avec Piège de cristal, non? Rien à voir. Par contre, ça a à voir avec la nuit de cristal, qui a été un des pogroms les plus énormes vécus par les juifs à cette époque, de la part du régime nazi. L'été de cristal, c'est le premier tome du roman. Il se déroule en 1936. En fait, à cette époque-là, les JO, ils servent un peu de vitrine à ce régime en quête de légitimité et qui cherche à masquer les apparences. Par exemple, dans le livre, on te dit, à cette époque, il y avait des livres qui étaient interdits et puis qui finalement sont autorisés au moins le temps des JO, quoi. Bien sûr, ils disparaîtront, ces livres qui sont autorisés disparaîtront une fois les Jeux Olympiques terminés, quoi. Donc ça, c'est pour la vitrine, mais dans l'arrière-boutique, ça pue un peu plus. Bernie, en fait, lui, il va enquêter sur le meurtre et le vol des bijoux d'une fille qui s'appelle Grete Wohlfahrt, la fille d'un riche industriel juif. Tout au long du roman, vraiment, Bernie va vraiment nager en eau trouble, parce que ce meurtre, il est connecté à d'autres, et en fait, plus il soulève la merde, plus celle-ci lui retombe dans les pattes. Naturellement, en avançant, il va découvrir que dans cette affaire, il y a des membres haut placés du gouvernement nazi qui sont impliqués, ainsi que les SS et la Gestapo. Quoi. Tu vois l'ambiance. Tout à fait. C'est un peu comme si on te disait tu vois les œufs là-haut sur les braises, va marcher dessus sans les casser et sans te brûler. c'est un peu ça. Et d'ailleurs, à la fin du récit, il aura un choix à faire entre sa morale et son intégrité physique. Dur choix. Dur choix, que vous connaîtrez en lisant le livre. Le deuxième livre s'appelle La pâle figure. On est en fait là en 1938, juste avant l'Anschluss. L'Anschluss, c'est l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Là, Bernie, il est recruté par la police pour enquêter sur une série de meurtres sexuels. Et une nouvelle fois, il y a des membres du parti nazi qui sont impliqués. Alors, je te le concède, on tire un peu les mêmes fils. Mais le truc, c'est que là, il va se retrouver dans des situations telles que ses choix ils seront encore plus compliqués, quoi. Parce qu'il va falloir qu'il décide s'il collabore ou non avec le régime.
Et tout ça, bien sûr, sans savoir qu'il est pris dans le piège de différentes machinations derrière que lui peut pas maîtriser, quoi. Et en gros, son intégrité physique et morale, elle est toujours dans la balance pour lui. Et ce qui est pas mal aussi à côté du récit, c'est que du coup, t'as tous ces éléments de vie personnelle à lui, comme son passé, sa vie de couple, qui viennent s'ajouter à ses défis professionnels. Comme ça, histoire de bien galérer, histoire que ça soit à la fois perso et pro, il faut que tu te démerdes un peu seul. Et enfin, le dernier livre, c'est un requiem allemand. Donc là, ça se passe en 1947. Berlin est ravagé par la guerre, bien sûr. Les Américains, les Russes, les Français et les Britanniques, ils se partagent les dividendes de la guerre entre Berlin et Vienne. Et pour les habitants, tout est compliqué. Tout se vend et tout s'achète. Je te dis ça parce qu'au début du livre, Bernie, il surprend sa femme, grosso modo, faire des trucs avec des soldats américains sexuels pour obtenir des tickets de ration, des cigarettes, ce genre de conneries, quoi. De la prostitution, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle, effectivement. Je cherchais le mot. Merci. Je continue. Bernie, il accepte d'enquêter sur le meurtre d'un ancien SS. Et son enquête l'amène à Vienne, et c'est là que se déroule l'intrigue principalement. Donc là, on sort un peu de Berlin pour aller en Autriche. Et là, c'est toute cette ambiance qui doit être un peu sombre, sans être totalement noire de l'après-guerre, tu sais, où l'horreur est terminée, mais derrière, chacun essaye sans doute un petit peu de tirer son épingle du jeu ou de jouer sa survie. Et grosso modo, là, entre les collabos, les corrompus, les espions et un réseau d'anciens criminels nazis, Bernie va vraiment falloir qu'il joue les équilibristes pour réussir à faire avancer son enquête. Et puis tout ça sans se mettre dans la sauce, parce que forcément, comme dans les 2 romans précédents, Bernie, c'est lui qui enquête, mais forcément derrière, il y a des gens qui ont des intérêts divers et puis qui n'ont pas envie que la vérité soit révélée au grand jour. C'est un peu le polar même, en fait. Et c'est pour ça que plus il va avancer dans l'enquête, plus il va se rendre compte que les enjeux finaux sont bien plus importants que l'investigation initiale qui lui était demandée, quoi. Et ce que j'avais vraiment bien aimé dans ce bouquin, c'est que, en fait, plus il avance là, avec les espions, tout ça, c'est que le pauvre, il peut vraiment croire personne, quoi. Et ça va le mettre vraiment dans une situation à la fin du bouquin qui est intenable. Et c'est vrai que là, je tournais les pages assez vite pour savoir comment ça allait se terminer. Et ça m'a bien tenu en haleine, je dois dire. Donc voilà pour la trilogie berlinoise. Je sais pas si... Vas-y, je t'en prie. Petite question, c'est dans les 3 bouquins, donc à chaque bouquin, c'est une enquête différente, c'est bien ça ? Ouais, c'est une enquête qui est sur 3 bouquins. C'est une enquête différente dans chaque livre. Ok. Et toi, je pense que la trilogie berlinoise, ça fait un petit résumé là. Est-ce que tu nous parlerais pas un peu de Vernon Subutex ? Ouais, alors là, changement de décor, parce que là, ça va plutôt être une crise sociale. Alors, Vernon Subutex, en fait, ça raconte l'histoire d'un ancien disquaire parisien qui se prénomme donc, comme tu l'auras deviné, Vernon Subutex. En fait, pas de bol, le vinyle, ça marche plus trop bien et il est obligé de mettre la clé sous la porte. Et du coup, pas de boulot, pas d'argent, il se retrouve à vivoter des aides sociales et aussi d'un peu d'argent que son pote Alex Bleach va lui filer. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, au bout d'un moment, le robinet des aides sociales est fermé et comme un malheur n'arrive jamais seul, Alex Bleach va passer l'arme à gauche. Du coup, c'est la descente aux enfers, il est expulsé, il se retrouve à la rue. Mais dans son malheur, en fait, ça lui permet de retrouver son ancienne bande de potes.
Et en fait, Vernon Subutex, en fait, c'est vraiment le côté obscur de la vie parisienne. C'est vraiment tout le contraire de Emily in Paris ou Amélie Poulain. C'est vraiment le côté sombre, la déchéance sociale, les rêves brisés, les gens blasés par leur vie. En fait, je trouve que c'est un bon regard sur la société actuelle. Puis ce que j'aime bien, en fait, avec ce bouquin-là, c'est que ça te montre une image de Paris en version pug balzacienne. Tu vois un peu le truc. Et pour un bouquin, c'est un truc qu'on n'attend pas forcément, mais t'as vraiment une bande son, quoi. T'as une musicalité tout au long du livre. En fait, je dirais que c'est un livre qui s'écoute. T'as plein de références musicales assez variées qui vont aller des Red Hot à Nirvana en parlant de NTM. Et même dans les personnages, ça se ressent, quoi. T'as Vernon qui est un ancien disquaire et qui va finir DJ. T'as Alex Bleach qui est un chanteur. Et t'as son ancienne bande de potes à Vernon, en fait, avec qui il avait un groupe de rock. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est la musicalité du bouquin. Ouais, c'est quelque chose qui m'avait vraiment bien plu aussi. Et je l'ai pas fait, mais je pourrais totalement imaginer que entre les pages que tu lis, ou à chaque fois qu'elle fait référence à un titre, tu te le mettes dans la foulée. Pour continuer ta lecture dans l'ambiance, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est clair. Bah, je me dis, c'est vraiment le genre de bouquin qui pourrait s'écouter avec des écouteurs, avec ta playlist à côté. Et effectivement, à chaque fois que tu retombes sur une référence, te mettre le morceau pour être dans l'ambiance du bouquin. C'est vraiment quelque chose qui est pas commun pour un bouquin, mais qui a été fait super bien, de manière super intelligente, quoi. Et du coup, ça te rajoute vraiment une ambiance très particulière. Ouais. Ouais, je propose à nos 12 auditeurs qu'on a eu sur le premier épisode, puisqu'au moment où on parle, là, on a enregistré qu'un épisode. Si vous êtes intéressés pour qu'on vous fasse une petite liste entre 5 et 10 chansons sur Spotify de Vernon Subutex et qu'on vous la partage, dites-nous-le en commentaire, ça fera toujours plaisir, ou envoyez-nous des messages sur Facebook, sur Brico Voyage si vous le souhaitez. Merci. Donc ça c'est pour l'histoire. Est-ce que tu me parlerais un peu de Subutex, de Vernon là, et tu me dirais ce qui t'a plu et déplu chez lui? Alors Vernon Subutex, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment l'anti-héros, quoi, le mec lambda. Tu sens que c'est pas le mec carriériste qui est attiré par l'argent. En fait, c'est le mec, pour faire simple, il a vécu de musique et d'eau fraîche. On pourrait même dire de musique et de pinard. En fait, il est déconnecté du monde, assez discret, et en même temps, tu te rends compte que ça va être un vrai catalyseur. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est son rapport à la musique. Tu sens que c'est le mec, quand il a un peu de temps libre, il a pas besoin de faire des trucs extravagants, quoi. C'est juste le mec qui aime bien se poser, se mettre un bon scud et écouter de la musique autour d'une bonne bouteille. Un homme simple. Voilà, c'est ça. Et donc, Vernon Subutex, c'est quelqu'un qui va connaître une descente aux enfers. Et tu vois que ce qui va lui permettre de rebondir, en fait, c'est la musique. On se rend compte dans le roman, en fait, quand il va se retrouver à la rue, un de ses passe-temps, ça va être de mixer de la musique. Et en fait, tu sens qu'en étant DJ, en fait, il revient à la vie. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est pas le mec le plus charismatique, mais il arrive à fédérer tout un groupe autour de lui, notamment grâce à son côté un peu DJ héros. En fait, c'est vraiment la force tranquille. Ouais. Un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que des fois, tu as des passages où tu sens qu'en fait, il arrive à créer une ambiance juste avec ses platines. Et des fois, je trouve ça un petit peu dommage que quand il mixe, t'aies pas le nom des références musicales qu'il pourrait jouer. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai, mais je me souviens que ces mix, en fait, ils sont... Dès que c'est annoncé qu'il va mixer quelque part, tout le monde se passe le mot, parce qu'apparemment, il arrive à... On sait pas comment, à créer une synergie incroyable entre la musique et les gens, et dès qu'il commence à mixer, sans savoir pourquoi, les gens se mettent à danser et jusqu'au bout de la nuit, quoi. C'est ça. C'est un peu le Mesmer des platines, en fait. C'est ça. En fait, je suis vraiment un petit peu curieux de me dire, mais qu'est-ce que Vernon Subutex aurait pu mixer? Ouais. Si c'était Cyril Lignac, tu le saurais, ça serait des aliments. C'est ça. Mais là, on sait pas, non. C'est ça. Des disques. Lui, des disques, ça c'est sûr, mais quoi comme disque? Telle est la question. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est que quelque part, les magiciens, ils révèlent pas leur tour. Vernon Subutex, pour ses lecteurs, il révèle pas tous ses scuds. Ouais, ça permet de garder un peu le mystère autour de Subutex. Carrément. Et on va quitter Paris pour revenir à Berlin. Et toi, ton détective Bernie Gunther, comment il se présente? Il se présente en allemand, il doit dire « Hi,
Ich bin Bernie Gunters. Wie geht's dir? J'espère que ça sera plus facile pour ces enquêtes. Ouais, peut-être. Comment se présente Bernie? Comme c'est une époque de grands troubles moraux, il y a quelque chose qui était important, c'était qu'on puisse avoir de l'empathie pour lui et que ça soit pas juste un nazi de plus à détester, tu vois. En fait, Bernie, il est placé comme un acteur et un observateur involontaire de cette période. Et vu la nature des enjeux, c'est assez bien fait parce que sinon, je pense que tu peux pas adhérer au récit si à un moment donné, le mec c'est un tortionnaire, un violent et tout ça. Et donc ça, c'est assez bien fait de le présenter comme ça, quoi. De toujours mettre sa morale comme l'anti-miroir des persécutions qui avaient lieu en ce temps-là, tu comprends? Ouais. Et après, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que en toutes circonstances, en fait, dû à l'ambiance générale, faut qu'il fasse preuve d'intelligence pour avancer masqué autant que possible. Et il a ce côté aussi très sarcastique, même dans les situations périlleuses. Et c'est franchement à lire, c'est assez savoureux. Hein. Comme enquêteur, on peut aussi dire que c'est un mec qui tire souvent les bonnes conclusions de ses indices collectés et qu'il est vraiment déterminé à boucler ses affaires. Ouais. Même si, par exemple, dans les livres, des fois, il pourrait se dire « Bon, allez, c'est bon, je m'arrête là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et tout. » Mais comme il y a des trucs derrière qui restent à éclaircir, même si ça le met dans la sauce, il va aller creuser, le mec. Donc, ouais, grosse détermination. Et puis, naturellement, tu te dis aussi que, le mec détective privé, sarcastique, entre deux interrogatoires et la baston, il y a de la place pour de l'aventure sentimentale et le Bernie, il donne pas sa part au chien et il va avoir quelques aventures amoureuses dans le livre qui sont sympas aussi à lire. Alors là, on vient de parler des personnages principaux, mais moi, ce que j'avais vraiment adoré, en fait, dans Vernon Subutex, c'est les personnages secondaires. Tout à fait, il y en a toute une flopée. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pas mal de personnages secondaires qui n'ont rien en commun à premier abord, mais qui vont tous être liés à Vernon Subutex. Enfin, qui n'ont rien en commun, peut-être mis à part le fait que ce soit tous des personnages plus ou moins cassés par la vie. C'est beau comme expression. Ah oui, c'est mon côté poète. Parce que c'est ça en fait aussi l'histoire de ce roman. C'est aussi l'histoire de personnages échoués dans la vie parisienne qui se réunissent autour de Vernon. Ouais. Donc bien sûr, je vais pas faire tous les personnages, sinon on va y passer la journée. Il y en a combien dans Subutex? Je pense que si on les développait, il y en aurait une trentaine, c'est ça? Ouais, facile. C'est clair, c'est vrai que quand je me suis remis, c'est vrai qu'il y avait même des personnages des fois que j'avais oubliés et je me suis dit, ah oui, effectivement, il y avait aussi ces personnages-là, mais c'est vrai que tous les personnages ont leur histoire, leur passé, enfin, c'est pas juste des personnages qui sont là pour faire avancer le récit, c'est vrai qu'ils ont tous leur histoire, leurs problèmes, donc à ce niveau-là, c'est vrai que Virginie Despentes, elle a fait un gros travail. Bon, après, dans les personnages assez importants, bon, déjà, t'as Xavier. Xavier, j'aime bien, c'est un peu le prototype du bobo blasé parisien, quoi. Fallait que tu le places quand même. Fallait qu'il y ait un moment où tu attaques les bobos, quoi. C'est ça. Tu peux pas parler de Vernon Subutex sans rentrer dedans. Ok. Effectivement, tu sens que c'est le scénariste qui est blasé, qui est un peu soumis à sa femme, et tu sens qu'il a un petit peu de haine intérieure, quoi. C'est le mec qui est là, mais blasé de sa vie, quoi. Un des personnages aussi importants, t'as la hyène, un peu la travailleuse de l'ombre. C'est vraiment la femme qui est engagée pour casser de la personne sur Internet. Plutôt que d'en parler, en fait, t'as vraiment une citation dans le livre qui résume très bien ce que fait la hyène. Je vais te la faire. Vas-y. Pour 200 €, elle casse une jambe virtuelle. Pour le double, elle endommage une web réputation. Et si on a le budget, elle peut littéralement pourrir la vie de son prochain. Et en fait, j'adore, quoi, parce que cette citation, elle résume vraiment le personnage. Ouais, c'est clair. Et donc, la hyène qui va travailler, il me semble, pour Laurent Dopalé. Dopalé, ouais, là, en plus, c'est le producteur, si je me souviens. C'est ça, un producteur de cinéma qui est très infect. Quand je voyais la manière dont était décrit Dopalé, ça me fait penser un petit peu à un espèce de Bolloré. Ouais. Le mec hyper cynique, tout contrôler, le mec super infect.
Ouais, ouais. Je vois bien, mais il finit pas par être sympa quand il commence à promener son chien ou quelque chose comme ça? Je sais plus parce qu'il me semble que c'est lui l'initiateur quand même de ce qui arrive à la fin. Ok. Ah, j'ai plus ça en tête, mais... Parce que t'as un moment d'ailleurs où il se fait séquestrer aussi. Ouais, ça je me Il se fait souviens. séquestrer, je crois que c'est par Céleste et Aisha, ouais. Ouais. Et justement, c'est ces deux-là où à la fin, en fait, il va organiser ce qui se passe à la fin. Donc on essaie de pas, bien sûr, on essaie de pas spoiler. No spoiler. Ouais. Après, t'as aussi les personnages, donc Vernon va rencontrer après sa descente aux enfers. T'as Olga, en fait, qui est une SDF, qui va devenir le mentor de Vernon. C'est intéressant parce que c'est une personne donc, qui vit à la rue et qui, au premier abord, va paraître un peu dure et qui va vraiment prendre Vernon sous son aile. Mais en fait, tu te rends compte qu'elle va être hyper sensible quand on va parler de son chien. Parce qu'effectivement, elle a un chien. Et c'est vrai que quand c'est autour de son chien, c'est vrai que le côté hyper dur, des fois, ça va s'effacer et va révéler vraiment un personnage hyper sensible, hyper touchant. Ouais, bien. Ouais, ça me parle. Après, dans les autres personnages qui m'ont marqué, bon, t'as un couple vraiment très atypique, t'as le vieux Charles et la Véro. Ouais. C'est un peu la note comique du bouquin pour moi. Ouais, c'est ça. En fait, le vieux Charles, c'est vraiment le vieux mec alcoolo. Le vieux mec alcoolo et la Véro, une ancienne professeure de l'éducation nationale. C'est vraiment le couple un peu improbable et tu sais pas comment ils ont fait pour rester ensemble, quoi. Le mec, il est violent, ils arrêtent pas de s'engueuler. Et effectivement, comme tu dis, ouais, c'est un espèce de running gag, en fait, le couple dans le bouquin. Enfin, running gag, même si au final, c'est pas drôle, quoi, parce que le mec, il est alcoolo, il bat sa femme. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, t'as une citation, en fait, dans le bouquin qui résume bien un peu la relation toxique entre les deux. Je te la fais. Vas-y. La Véro, c'est de la vieille godasse. Il l'enfile, il est bien dedans. Il n'y a pas de hasard. 20 ans d'affilée avec la même greluche, si moche, si chiante soit-elle. C'est qu'on lui trouve quelque chose. Ok. Ça résume un peu le lien entre les deux personnages. Ils sont ensemble, pas forcément qu'ils s'aiment, mais ils n'ont pas trouvé mieux. Ouais. La force de l'habitude, peut-être. C'est ça. Après, t'as un personnage aussi que je trouve très intéressant, c'est Kiko, le trader toxicomane. En fait, moi j'ai travaillé à la défense et justement ce personnage me parlait beaucoup. Parce que Kiko, en fait, c'est vraiment le gros winner qui est intéressé, enfin du moins au début, qui est intéressé vraiment que par la thune, pour faire la teuf et se sniffer de la coke, quoi. C'est vraiment le winner, le winner par excellence, quoi, le mec détestable. Et c'est vrai que des fois, quand tu bosses à la défense, tu vois des mecs un peu en costard avec le sourire de killer, tu dis ouais, ça c'est un mec à la Kiko. Ouais, ok. Mais Kiko qui va changer de bord au bout d'un moment dans le bouquin. Et enfin, il y a un personnage, c'est un personnage donc dans le bouquin qui est présent tout au long de la narration, mais qui est mort en fait quand le bouquin commence, c'est Alex Bleach. En fait, Alex Bleach, c'est un ancien chanteur donc qui a eu une vie un peu cabossée. Sa mort va être un déclencheur au niveau de l'intrigue. Mais je trouve que le personnage en fait de Alex Bleach, il a un côté très Kurt Cobain en fait. C'est le mec, tu sens, qui a une enfance dans un petit patelin un peu blasé, avec une crise un petit peu existentielle, qui a eu des problèmes un peu d'alcool, enfin de drogue, qui a une relation toxique avec une célébrité, Ouais, ça je me souviens. et qui est mort jeune en fait, justement des causes de l'alcool et de la drogue. Et d'ailleurs, dans sa mort, justement, il laisse une lettre qui sera le point de départ de l'intrigue. Il laisse pas des cassettes aussi? Aussi avec sa lettre, ouais. C'est vrai que quand tu penses à ça, le personnage de Alex Bleach, c'est vrai qu'il a un côté très Kurt Cobain. Ouais, il y a de ça, ouais. Bah, il n'y a pas beaucoup non plus de chanteurs populaires qui sont morts jeunes, qu'on connaît. Toi, est-ce que dans Vernon Subutex, il y avait d'autres personnages qui t'avaient marqué? Alors moi, dans Vernon Subutex, qui m'avait marqué, bah, il y avait La Hyène, il y avait Dopalé. Je sais que Vernon, il était aussi amoureux un peu d'une Brésilienne, Ah oui, Marcia. Marcia. C'était un J'avais trans, oublié le nom. ouais. Ah oui, il était ça. Ouais, il y avait ça aussi. Donc c'est un personnage intéressant aussi. C'est ça, c'était un trans justement qu'il avait rencontré dans les soirées qu'il faisait chez Kiko. Et en fait, tu te sentais que c'était le personnage aussi qui a fait tourner la tête à beaucoup de personnages. D'ailleurs, t'avais même une rivalité à ce niveau-là entre Vernon et Kiko.
Ouais, peut-être. Ah, moi, comme je l'ai lu il y a longtemps, j'ai vraiment un peu oublié ces détails-là, mais ouais, je me souviens d'elle, je me souviens, bah, ouais, forcément, Aïcha aussi, que je trouvais vachement intéressante comme personnage, C'est qui était, ça. qui était aussi dans une quête de vérité. C'est ça. Ouais, du coup, et qui était avec sa Céleste, alors je sais plus c'est laquelle, mais oui, elles étaient très souvent ensemble. Ouais. Bah, c'est là, c'est celle justement qui. Bon, je vais pas le dire, ça va spoiler sinon. C'est celle qui est à Barcelone, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, mais enfin, de toute façon, ouais, tous les personnages, en fait, il y avait aussi Laurent, le skinhead, c'est pas ça? Un skinhead, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, t'avais un. Je sais plus c'était quoi son nom, mais effectivement, t'as un personnage comme ça qui, au début, en fait, c'est ça, c'est un jeune facho, quoi, et en squattant avec la bande à Subutex, finalement, il va changer de bord, il va revenir un peu dans le droit chemin. Ouais. Non, mais, ouais, grosse galerie de personnages, et puis qui apportent tous, à un moment donné, quelque chose au bouquin et à ce qu'il a à dire. Et ce qui était vraiment, moi, le truc qui m'avait le plus plu, en fait, c'est que, en fait, Vernon de Subutex, il est jamais narrateur dans le bouquin, c'est toujours, comme tu dis, il est catalyseur parce que les autres en parlent de lui, mais c'est jamais lui qui dit je, machin, tout ça. C'est ça. Je trouvais que c'était hyper intéressant en fait parce que du coup l'homonyme le héros du roman, en fait, c'est toujours les autres qui parlent de lui et c'est jamais lui quoi. C'est ça. Et moi, je trouve déjà, c'est des personnages qui sont très balzaciens. Pour reprendre le terme de Balzac, quoi, c'est un peu la comédie humaine. Sauf que Balzac, lui, il l'a fait en plusieurs bouquins, mais Virginie Despentes, elle t'a fait la comédie humaine, mais vraiment juste en 3 bouquins. Non, mais c'est vraiment une grande trilogie à lire qui se lit vite en plus. Hein. Ouais, bah, c'est tellement prenant, en fait, quand t'es dedans, t'enchaînes les pages. Ouais, je me souviens, c'est pareil, je pense que j'avais dû lire les trois là en un mois et demi, une connerie comme ça. Quoi. Ok, et on va revenir à la trilogie berlinoise. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit briefing concernant les personnages de la trilogie? Alors, contrairement à toi, moi, il y en a beaucoup moins, et surtout, ils sont pas du tout récurrents. Ce qu'on peut dire, puisqu'on est dans le polar, c'est que voilà, il y a des personnages qui reviennent, mais par exemple, Bernie, il a pas son Dr Watson. Hein. En fait, je dirais ce qui revient avec les personnages, c'est plus ce qu'ils incarnent en fait. Les collègues ou anciens collègues, comme un mec qui s'appelle Bruno Stallecker et Friedrich Kortz, ils vont représenter des gens qui peuvent à un moment donné apporter de l'aide à Bernie, mais leur présence, elle est assez minime dans les livres. Ensuite, il y a ceux qui vont représenter une menace, comme Hermann Six, un haut dignitaire nazi, ou des personnages historiques réels, qui ont du coup réellement existé, comme Goebbels et Heydrich, qui eux le manipulent et le menacent. Et ensuite, je dirais qu'il y a les femmes, qui représentent en partie l'intérêt amoureux de Bernie. J'ai oublié le nom... Merde, En fait, Bernie, il est dans le numéro 2... Il tombe super amoureux d'une femme qui va disparaître et qui va jamais revoir. Je crois qu'elle s'appelle Ilgege. Non, pas Ilgege. Non, je comprends. Non, ça me rappelle autre chose. Mais... Non, c'était ouais. Je crois que justement parce qu'en fait l'actrice qui jouait Ilgege, elle a le même prénom que les le personnage du roman en fait. Attends, je regarde vite fait sur Ilgege. C'est moche quoi, de parler de passer de Subutex au musclé quoi. Alors, ça s'appelait Babsy Steger, du coup, c'est pas... Non. Là, je suis en train de faire un truc, tu sais, que font les médias, c'est qu'ils disent... j'ai oublié le prénom du caractère féminin qui m'a le plus marqué du truc. C'est qui t'a pas si marqué, là. Bah si, en plus, ouais. C'est pas très 2024, je suis désolé. Et en plus, bon, à travers les personnages féminins, on voit aussi le caractère de Bernie qui change parce qu'il est plus soucieux, il est plus empathique. Et je pense qu'elle représente aussi un refuge pour lui par rapport à toute la violence extérieure qui se bouffe au quotidien. Quoi. J'aimerais, si tu veux bien, comme tu m'as partagé quelques citations de Subutex, j'aimerais bien t'en partager 2 ou 3 qui
qui m'ont plu dans le roman et qui je pense aussi donnent un peu l'ambiance. L'ambiance à la fois du roman et aussi du style d'écriture de Philippe Kerr. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je te lis la première. Et puis, qui prétendrait ne pas être national-socialiste quand on lui colle un pistolet sur la tempe? Ça décrit assez bien l'ambiance que, bah ouais, soit t'es avec nous, soit tu meurs. Tu m'étonnes. La deuxième, dans l'intérêt de Baudelaire pour la violence, dans sa nostalgie du passé et dans sa révélation du monde de la mort et de la corruption, je percevais l'écho d'une litanie diabolique, beaucoup plus contemporaine. J'y distinguais la pâle figure d'un autre genre de criminel, un criminel dont le spleen avait force de loi. Et dans le troisième bouquin, ces Américaines avaient peur de moi, tout simplement parce que j'étais allemand. Comme si, lorsqu'elles me regardaient, elles voyaient défiler les bandes d'actualité sur Bergen-Belsen ou Buchenwald. En réalité, une question papillotait dans leurs yeux. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Comment avez-vous pu tolérer de telles horreurs? Sans doute, pendant plusieurs générations, quand ils croiseront notre regard, les citoyens des autres nations nous poseront-ils la même question muette? Donc tu vois, alors, on est vraiment sur 3 aspects du roman. Dans la première citation, comme je l'ai dit, c'est soit t'es avec nous, soit tu meurs. Dans la deuxième, c'est qu'en gros, pour dire que le criminel, c'est l'État. Et du coup, l'État faisant loi, il n'est pas criminel. Et à la fin, bien sûr, c'est que après la guerre, tous les Allemands étaient du coup responsables, nazis. Bon, petite dédicace à OSS 117. Hein. Enfin, monsieur, tous les Allemands ne sont pas des nazis. Oui, je connais cette théorie. Mais du coup, quelque chose qui devrait revenir beaucoup forcément dans la façon dont les autres devaient regarder les Allemands à l'après-guerre, qui était quand même, on le rappelle, coupable. L'Allemagne, en tous les cas, coupable et perdante de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Toi, t'en as peut-être une ou deux autres à nous partager? Oui, c'est vrai que c'est dans un style différent parce que je trouve dans le verre du texte, c'est bourré de punchline. Et t'en as quelques-unes que j'ai adorées, je vais te les faire. Alors la première, donc c'est une qui concerne le personnage de Xavier, donc le bobo blasé. Xavier fume un paquet de clopes par jour. La dernière fois qu'il a essayé d'arrêter, il a cru devenir fou en redécouvrant l'odeur des gens. Dès qu'il lève un bras, on les sent qui puent. Même sans se retourner, on les sent arriver. Il a été obligé de reprendre. Et effectivement, quand tu prends le métro parisien, tu comprends la citation. Ouais. Allez, c'est ça, hein, des corps les uns sur les autres. Ouais. Surtout des corps les uns sur les autres, mais surtout des corps qui prennent pas forcément des douches tout le temps. Donc, Ils ont des corps à l'hygiène corporelle douteuse. On peut rester là-dessus. Ouais. Après, t'as une autre citation qui concerne le vieux Charles et l'Aveyron. À cette époque, l'Aveyron avait déjà été viré de l'éducation nationale. Aux yeux de Charles, ça lui conférait un certain prestige. Mais t'es une championne, toi. Jamais on a vu un prof se faire virer. T'as violé toute une classe de petits. C'est pas possible autrement. Ouais, elle est bonne, celle-là. Ouais. Et enfin, j'en ai une dernière que je trouvais très d'actualité. Comme beaucoup de gens de son âge, Alex avait été marqué par la comète Cobain. Il répétait souvent que l'idéal pour l'industrie du disque, c'était de travailler sur un chanteur mort. C'est pourquoi on les pousse vers la tombe avec enthousiasme. c'est bon aussi, ça. Hein. Le pire, c'est que c'est terriblement vrai, quoi. Justement, j'ai repensé hier à cette citation parce que je suis allé voir un film au cinéma et pendant les bandes annonces, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait une bande annonce d'un film dénommé Amy. Ah ouais, ok, ouais. Et tu te dis, ils ont osé, quoi. Un film, j'ai vu donc comme ça la bande annonce donc sur un film sur Amy Winehouse qui, en voyant la bande annonce, avait pas l'air top. Sans compter que depuis un an aussi, pareil, sur Spotify, t'as pas mal de nouveaux morceaux Linkin Park qui arrivent à sortir, sachant que le chanteur est mort, tu te dis, mais comment ils font? Et effectivement, c'est vrai que je trouve cette citation-là, elle est tellement vraie, quoi. Le côté, les maisons de disques qui se font du pognon sur les morts. Ouais, moi j'ai toujours du mal avec ça. Alors autant sur les films, les biopics, ça me
Ça me gêne pas parce qu'au final c'est un cinéaste du coup qui va embarquer des acteurs pour se réapproprier une partie de la vie de quelqu'un et la mettre en film. Et ça, à la rigueur, ça... Ah, par exemple, typiquement, là, il y a un film qui vient de sortir sur Bob Marley, donc on raconte une partie de sa vie. J'ai pas vu le film, mais je me dis, c'est pas l'œuvre de Bob Marley. On parle de l'œuvre de Bob Marley, mais c'est pas l'œuvre de Bob Marley, quoi. Alors que je me dis, un chanteur mort, qu'on lui fasse sortir des chansons, bah, que lui, il avait peut-être pas envie de sortir, ou qu'il était peut-être pas, enfin, qui a pas donné son accord, en fait, ça m'ennuie un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, peut-être le mec, il avait juste envie de se dire, bah non, moi je suis désolé, j'ai fait 3 chansons, je veux m'en tenir à ces 3 chansons, quoi. Ça me gêne un peu. Mais dans l'absolu, comme il y a quand même des gens qui ont des autorisations, comme ils sont les ayants droit, c'est sûr qu'ils vont pas se gêner. Et puis il y a une base de fans qui est là pour répondre pour répondre à ce qu'est là, quoi, en fait. Et bon, voilà, moi je suis pas fan en tout cas. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que je sais pas si t'avais suivi, mais toujours dans le business chanteur mort, quoi, c'est vrai que t'avais une chanson des Beatles qui était ressortie il y a pas longtemps, quoi, où justement les 2 derniers qui restaient, ils ont refait un morceau et ils ont remplacé, donc, ils ont remplacé les 2 autres noms par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pareil, tu dis, c'est un peu glauque, quoi. Ouais, bah, d'autant plus que bah voilà, les Beatles, s'ils se sont séparés à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait des C'est désaccords ça. entre eux sur la musique qu'ils devaient faire, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire des carrières solo à un moment donné, hein. Après, effectivement, c'est toujours très cool de dire, bah ouais, les Beatles, c'est quand même un groupe emblématique et c'est bien de pouvoir écouter des nouvelles chansons, mais en même temps, ils en ont fait tellement dans le passé qui étaient bien aussi qu'on pourrait juste réécouter celle-là et se dire que c'est vraiment ce que ces 4 mecs avaient envie de faire ensemble. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Je sais pas si c'est réac ou pas, mais Ouais. Bon, en tout cas, c'est aussi la façon que Virginie Despentes a aussi de voir les choses, ouais. bah en partie au moins sur les chanteurs, non, ouais. Ok, continuons l'ami, après cette parenthèse. Tout à fait, tout à fait. Bah, un des autres intérêts qu'on avait du livre, c'était justement de voir quels éléments qui étaient dans le livre on pourrait retrouver dans nos vies à Paris et à Berlin, quoi. Tout à fait. C'est ça que j'ai bien aimé avec Vernon Subutex, parce que justement, ça te permettait de découvrir, de redécouvrir pas mal de lieux parisiens. Et un des lieux emblématiques dans Vernon Subutex, c'est le parc des Buttes de Chaumont. Donc je sais pas si tu y as déjà été. Ouais, j'y suis déjà allé, ouais. Mais je crois qu'on dit le parc des buttes de Chaumont, pas des buttes de Chaumont. Ouais, c'est ça, t'as raison, le parc des Buttes de Chaumont. Merci de m'avoir corrigé. Et donc c'est un endroit qui est très important dans le livre, parce que c'est vraiment son point de chute quand il se retrouve à la rue. C'est l'endroit où en fait où il va poser sa tente, et là aussi où ses potes vont le retrouver. Et dans les Buttes de Chaumont, t'as un endroit aussi qui est très important dans le roman, c'est le Rosa Bonheur. Alors le Rosa Bonheur, c'est une guinguette, comme on dit en langage bobo parisien. Donc un endroit où tu vas boire des coups. Et donc c'est l'endroit donc, où Vernon retrouve ses potes autour d'une table, autour de quelques verres, et là où il va commencer à faire le DJ. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit qui est très coloré, qui contraste vraiment avec la noirceur du roman. Du coup, tu passes d'une tente avec les SDF à un endroit qui est hyper bobo. Et c'est vrai que tu as un énorme contraste à ce niveau-là. Après, un autre endroit que j'ai découvert grâce au roman, c'est la butte Bergère à Paris. En fait, c'est un endroit dans le roman où Vernon Subutex aime se poser. C'est une butte où il y a un banc. Et de ce banc, en fait, tu as une super vue sur la butte de Montmartre. Et c'est un endroit qui est super sympa, qui est pas du tout touristique, et où tu peux te faire une petite promenade. Bon, c'est pas hyper grand, et c'est pas loin des buts de Chaumont, et c'est un endroit donc hyper intéressant quand tu veux découvrir un Paris pas trop touristique. Et chez Bernie Gunther, quels sont les endroits berlinois qu'il a fréquentés? Ben, à Berlin, déjà, il y a tous ces lieux qui n'ont pas disparu, hein. Il y a l'Alexanderplatz, donc qui est un peu au centre de la ville. Dans le livre, il y a un commissariat par lequel Bernie passe souvent.
L'Alexanderplatz, pour moi, dans mon quotidien, j'y passe quand même assez régulièrement puisque c'est un gros nœud d'échange de métro et de S-Bahn, en plus où il y a quelques magasins où j'ai besoin d'aller parfois. Il y a l'Unter den Linden, donc c'est un peu l'avenue centrale dans Berlin, c'est un peu nos Champs-Élysées à nous, qui est proche de la porte de Brandebourg. C'est là où tous les lieux de prestige et de pouvoir sont situés. Et c'est toujours le cas. Dans les livres, c'est un lieu de rencontre pour Bernie Gunters. Il y a la Friedrichstraße, qui est aussi à proximité, qui est une rue perpendiculaire à l'Unter den Linden, qui est aussi un lieu où des rencontres vont se faire dans le livre. Il y a le Tiergarten, qui est un des parcs emblématiques de Berlin, sans doute le plus grand et le plus connu. Et puis il y a le Reichstag, qui est le plus haut lieu du pouvoir en Allemagne. D'ailleurs, le Reichstag, vous pouvez le visiter gratuitement. Je ne sais pas si on ne l'a pas fait ensemble, ça aussi déjà. Non, c'est vrai que j'ai jamais fait. On n'a déjà pas fait, non. Donc ça on filera les tips sur comment le visiter plus tard. C'est visitable et c'est aussi c'est un lieu qui est très associé au pouvoir nazi car je pense que tu te souviens bien de tes cours d'histoire et en fait l'incendie du Reichstag en 1933, il a vraiment permis aux nazis d'accentuer leur emprise sur le pouvoir politique d'alors. On y parle aussi de l'hôtel Adlon, donc qui est l'hôtel peut-être le plus classe de Berlin. Et enfin, il y a aussi mention du Palais des Sports, qui s'appelle maintenant la Max Schmeling Halle, donc qui est une salle omnisport et qui fait aussi salle de concert aujourd'hui. J'y suis jamais allé d'ailleurs encore. Mais je vais souvent dans le parc à côté, qui s'appelle le Moyer Park. Ah oui, là où il y a le karaoké. Là où il y a le fameux karaoké. Je te pose une autre question puisqu'on continue notre conversation. On s'était dit que pour ce podcast, on irait voir sur le terrain c'est quoi Vernon Subutex à Paris et la trilogie berlinoise de nos jours à Berlin. Alors il y avait quoi à Paris que t'as vu, que t'as fait pour te mettre dans l'ambiance Vernon Subutex? Déjà, je dirais que Vernon Subutex, c'est un constat social. Et malheureusement, actuellement, on est plus que jamais dans Vernon Subutex. Enfin, surtout quand tu vas dans le nord de Paris. En fait, c'est facile de retrouver les personnages de Vernon Subutex quand tu te balades dans la capitale. C'est pas rare de croiser des tentes qui sont posées à même la rue. Des fois, dans les quartiers d'affaires, tu vas rencontrer des mecs avec des gueules de winner un peu à la Kiko. Ou alors, tu vas voir dans le métro des mecs avec des têtes de personnes blasées, un peu à la Xavier. Quand tu te bats dans Paris, tu peux vraiment retrouver l'atmosphère de Vernon Subutex. Bon, par contre, je m'étais amusé à essayer de chercher l'endroit où Vernon a posé sa tente, donc dans les buttes de Chaumont, Ouais. Alors, j'ai retrouvé les rails, mais il n'y a pas les tentes. Ah. Bon, en fait, les buttes de Chaumont, c'est quand même un endroit qui est très bobo et assez familial. Donc, il n'y a pas trop de tentes et de SDF, mais malheureusement, il suffit de pas aller très loin pour assister à ce triste spectacle. Idem pour le Rosa Bonheur. Donc je me suis dit, si je vais là-bas, est-ce que je vais trouver un Vernon Subutex? Et non. Bon, déjà, c'est un endroit qui est très bobo. Le genre d'endroit où tu vas payer ta pinte 8 €. Ouais, c'est un peu 8 € partout à Paris quand même. Quoi que ça dépend, tu peux trouver des endroits où c'est un peu moins cher. Après, il faut connaître les endroits. C'est un endroit justement qui faisait pas très Vernon Subutex, tu vois, au premier abord. Et je me suis dit, est-ce que je vais retrouver un Vernon Subutex au Platy? Et non, pas du tout. C'est vrai que c'est le genre d'endroit où tu vas juste retrouver un peu de la musique d'ascenseur jouée par un mec avec une casquette, quoi, parce que ça fait plus cool. D'accord. Et sinon, du côté musical, bon, tu peux retrouver encore des petites boutiques de vinyle à Paris, donc comme celle que Vernon avait. C'est vrai que le vinyle revient à la mode. Et surtout, un truc que j'adore, c'est que t'as pas mal de petites salles de concert à l'esprit punk rock en mode Subutex. Ouais, des salles que tu dois bien aimer fréquenter, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode dans le podcast. Une petite salle de concert à découvrir, ça peut être stylé. Ouais, c'est clair. Surtout qu'il y a quelques semaines, c'est vrai, j'avais été voir un petit concert de Poco Car Crash Control à la Maroquinerie et c'était vraiment un peu dans cet esprit-là et c'était vachement sympa. Ouais. D'accord, bon, on se note ça et on pense que peut-être l'année prochaine, on verra sur ce qu'on décide de faire comme podcast l'an prochain, mais ça pourrait être sympa, ouais.
Et du coup, est-ce qu'on trouve la trilogie berlinoise à Berlin de nos jours? Bah, déjà, il y a tous les endroits que je t'ai mentionnés par-dessus, là, l'Alexanderplatz, Friedrichstraße, etc., etc. Mais en fait, moi, je me suis pas posé 50 questions. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de pousser les portes de l'hôtel Adlon. Et du coup, j'ai pris quelques deniers. On a mis l'enfant chez la grand-mère. On a pris la femme et la voiture. Et puis, on s'est rendu, bah, du coup, avec Sophie, on est allé manger à l'hôtel Adlon, à la brasserie Carré, un samedi midi. Alors, bon, j'imagine que c'est pas l'ambiance feutrée de l'époque. Parce que j'imagine qu'à l'époque, tout le monde devait pouvoir fumer. Ça devait boire des whisky on the rock, trucs comme ça. Et là, c'était peut-être c'était une ambiance vraiment plus classe, avec un service très, très au top. Et c'était super bon. J'ai vraiment super bien mangé. Et ça m'a permis quand même un petit peu de voyager dans cette ambiance. Parce que les portes, tu sais, elles sont encore en bois. Les poignées sont dorées. C'est un joli hôtel. Donc forcément, ça m'a vraiment fait plaisir d'y aller, quoi. Et puis après, bah voilà, les autres lieux mentionnés sont parmi les coins les plus touristiques de Berlin, donc la porte de Brandebourg, le Reichstag. C'est des endroits que j'ai l'habitude d'aller visiter avec les gens qui viennent nous rendre visite ici, et selon ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, voilà. Mais sinon, voilà, pour mettre en rapport la trilogie berlinoise et ma vie à Berlin, j'ai décidé que d'aller manger à l'hôtel Adlon, et c'était très très bon. Un peu cher. Oui, je pense bien. Est-ce que tu liras encore Virginie Despentes, parce qu'elle a quand même, elle écrit beaucoup de livres qu'on peut cataloguer comme féministes, donc c'est pas forcément les choses naturelles que les hommes lisent, j'ai envie de dire, mais même s'il serait certainement bien qu'on le fasse. Moi, j'ai envie de dire, oui, j'ai bien envie de lire d'autres livres de Virginie Despentes. Effectivement, donc Vernon Subutex, c'est vraiment le premier livre de Despentes que j'ai lu, et vraiment, j'ai adoré son style. J'ai adoré la musicalité du livre, j'ai adoré le portrait de la société qu'elle a fait, et du coup, ça me donne envie de découvrir le restant de sa bibliographie. Et toi, de ton côté, est-ce que la trilogie berlinoise t'a donné envie de lire encore plus de Kehr? Alors, je vais pas dire que c'est mon style et mon auteur de polar préféré, parce que dans le genre des polars, j'adore les livres de Caril Ferret, que je conseille aussi à tout le monde. Mais je pense que je me replongerai quand même avec plaisir dans une enquête de Bernie Gunters. Je sais notamment qu'il y en a un qui s'appelle Hôtel Adlon. Alors, le fait que je sois allé manger, que peut-être dans le futur, j'aimerais bien relire un de ses livres avec qu'a Bernie comme protagoniste. Je pense que le prochain livre que je lirai de Philippe Kehr, ça sera certainement Hôtel Adlon. Est-ce que tu as une conclusion à conclure pour conclure? Pour conclure, je dirais que Vernon Subutex a été une très bonne découverte. Et donc, pour résumer en 2 mots, je dirais que Vernon Subutex, ce sera un portrait punk balzacien de la société parisienne. Donc, pour faire simple, ça donne le style. Je trouve que c'est un livre dont le sujet est très actuel, donc ça parle un peu des difficultés des gens, et ça parle de personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles, des difficultés de la vie, donc je trouve que c'est un portrait fidèle de la société parisienne, et donc j'ai envie de dire, lisez Vernon Subutex, et plus largement, lisez du Despentes. Ouais, belle conclusion. Ouais. Moi, je pense aussi que moi, c'est vrai que j'ai lu Subutex. Je me suis toujours dit que je relirais aussi du Despentes à un moment donné dans ma vie. Moi, ma conclusion, on va dire merci aux écrivains, donc en général, puis à leur talent pour nous transporter dans leurs histoires et les mondes qu'ils écrivent et décrivent. Si vraiment, pour finir sur la trilogie berlinoise, je dirais s'ils avaient envie de découvrir un livre qui parle de Berlin dans son époque la plus noire, sans pour autant rentrer dans toutes les arcanes du nazisme, etc., et que vous avez un peu envie d'autre chose, plus qu'un livre d'histoire en fait, simplement, la trilogie berlinoise c'est vraiment bien, parce qu'il y a vraiment tous les vices de cette société d'alors, tous les mécanismes qui sont appliqués sur les populations, les persécutions qui sont expliquées, sans pour autant que ça soit un livre d'histoire.
Donc c'est vraiment tout indiqué si vous avez envie de le voir comme ça et de le lire comme ça. C'est marrant parce que la manière dont tu me parles, ça fait penser à la première recommandation qu'on a faite en fait sur Kampuchea, où on avait un peu le même argument quoi, sur le Cambodge. Comment lire un livre qui traite d'histoire mais de manière accrocheuse. Ouais. Il y a certainement des livres d'histoire qui sont très bien écrits, qui sont accrocheurs, mais je me souviens quand j'étais étudiant, lycéen, ou collégien surtout, c'était pas du tout le prisme par lequel j'allais accrocher. Et par contre, ouais, quand on me faisait lire Théophile Gautier, Le sarcophage de la momie, je crois que c'était ça comme bouquin. Pour me parler d'Égypte, c'était beaucoup plus marquant pour moi que de dire allez, ouvrez vos manuels, page 56, tu vois. Ouais, c'est clair. Bien que j'ai conscience qu'il faille les deux. Mais voilà, c'est effectivement, du coup, notre conclusion rejoint notre introduction. C'est ça, que demander de plus ? Rien de plus. Alors, on espère vraiment que ce podcast va continuer à se développer. C'était aujourd'hui l'épisode 4. N'hésitez pas surtout à noter, à commenter et recommander ce podcast si vous en avez envie. Toutes les infos qu'on partage dans ce podcast, vous pouvez les retrouver sur notre site bricovoyage.com. Et puis on vous donne rendez-vous pour le mois prochain avec un nouvel épisode. Salut Monsieur Florian. Salut Monsieur Rudy.